par le Centre d'études sur le droit international et la mondialisation. Je m'appelle Marie-Béatrice, je suis membre du CIDIM, professeure au département des sciences juridiques et directrice de la clinique internationale de défense des droits humains de l'UQAM. Et j'ai le grand honneur de présider ce beau panel ce matin. Et j'aimerais remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité à le faire. Le panel est intitulé « Entre responsabilité individuelle et mobilisation collective, quel crime de demain pour quel monde de demain ?» Il regroupe 4 présentations fort intéressantes et fort variées qui vont nous amener de la piraterie à l'environnement, vers les entreprises en zone de conflit, et on va finir par les camps de réfugiés. Alors, vous voyez, j'ai toute une gang avec moi. J'aurai 5 personnes à vous présenter, donc je ne vais pas perdre plus de temps avec l'introduction. On va commencer avec notre première présentation intitulée « Piracy is what empires make of it », une histoire de la piraterie maritime entre extension et contradiction des souverainetés étatiques. La présentation sera donnée par nos 2 conférenciers, Olivier Barsalou et Michael Picard, que j'aimerais présenter avec quelques mots. Olivier Barsalou est membre du CIDIM. Il est diplômé de l'UQAM. Il détient un baccalauréat en relations internationales et droit international, ainsi qu'une maîtrise en droit international. Et il a également complété une maîtrise et un doctorat en droit international de New York University School of Law. Sa thèse de doctorat porte sur les origines impériales du droit à l'autodétermination des peuples en droit international, et ses travaux récents portent plus généralement sur le rôle du gouvernement américain dans la formation du droit international au XXe siècle. Michael Picard est membre du comité scientifique du CIDIM. Il détient une licence en droit de l'Université de Strasbourg. Il est présentement candidat au doctorat en droit à l'UQAM et également chargé de cours à l'UQAM. Précédemment, il a été rédacteur en chef de la Revue québécoise de droit international et a co-dirigé un numéro spécial de la RQDI intitulé « À quoi sert le droit international ?» et ses recherches portent sur la lex petrolia, lex specialis et la sécurité juridique des contrats d'investissement en temps de ius post bello. Messieurs, vous avez 20 minutes, en 10 minutes chaque. D'accord. Merci beaucoup de nous accueillir. Olivier et moi, on est très heureux d'être ici. Et puis, on va essayer de rendre justice à la qualité des travaux qui ont été présentés hier. Tout d'abord, je tiens à remercier aussi les organisateurs et organisatrices du colloque, Marie-Laurence, Julien, Rémi, Ala et tout particulièrement Mia, qui est au Céline ce que Pete Carroll est au Seahawks, indispensable, ou ce que la semoule est au souper de Georges. Alors, en fait, l'idée de la piraterie, c'était une certaine intuition qu'on avait avec Olivier, qu'il y avait peut-être une corrélation entre la criminalisation des pirates, historiquement parlant, et l'expansion extraterritoriale de la souveraineté étatique. Donc, la criminalisation de la figure du pirate en droit international serait un effet concomitant de la lente disparition des espaces sans souveraineté à l'échelle internationale. Donc ça, c'était notre intuition. Puis, au fil des lectures, au fil des historiographies, on a un peu, d'une certaine manière, radicalisé cette thèse, puisqu'on s'est rendu compte que l'État, dans sa construction historique, a utilisé la piraterie pour se constituer et pour accaparer les richesses dans l'économie, et que finalement la piraterie n'a été criminalisée qu'à partir du moment où elle est devenue inefficace vis-à-vis des autres formes d'expansion commerciale des États européens à partir du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc pour être un peu subversif, Joseph Proudhon disait « la propriété c'est le vol ». Pour Charles Tilly, l'État c'est une forme de crime organisé, c'est la monopolisation, c'est l'organisation du crime monopolistique. Et nous allons voir que l'usage de la piraterie, en fait, son utilisation plus sa criminalisation, reflète cette double réalité. Donc, en gros, l'État, c'est le brigandage légitime, et le pendant négatif, la piraterie, ce serait le brigandage des autres
que l'on voudrait interdire. Et puis j'aimerais citer aussi mon directeur de thèse qui me disait la piraterie est au commerce international ce que la pornographie est à l'érotisme. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que la piraterie est toujours invoquée pour qualifier l'activité répréhensible de l'autre, mais jamais la nôtre. Donc l'État, c'est la lente traversée des mers pour légitimer la guerre commerciale européenne contre les étrangers qu'on nomme, à défaut de trouver des catégories autres, pirates. Et le souverain utilise, à l'époque mercantile, cette phrase « to cleanse the sea », donc c'est une opération de nettoyage des océans. Donc d'une certaine manière, le pirate est le double négatif de la souveraineté universelle des États. C'est une figure d'altérité, il conditionne l'expansion extraterritoriale des juridictions nationales et d'une certaine manière, le pirate est toujours le corsaire de l'autre, à qui sert le crime de piraterie, sinon au marchand qui a l'oreille du prince. Donc tout ça pour dire que l'invention du crime de piraterie fonde véritablement le monopole de la violence souveraine en mer, au service de ceux qui alimentent les caisses de l'État, les commerçants. Donc raquette commerciale dans les colonies, raquette fiscale par l'État, et puis lente progression vers une criminalisation des figures antagonistes à la personnalité juridique universelle de l'État. Alors je rappelle très rapidement la définition de la piraterie. Constitue un acte de piraterie tout acte criminel commis par des acteurs non étatiques contre les intérêts de l'humanité dans un espace extraterritorial ne relevant d'aucune juridiction nationale. Donc l'acte revêt un caractère exceptionnel en raison de son extraterritorialité qui échapperait aux juridictions ordinaires. Deuxièmement, c'est un acte criminel à portée universelle, à caractère général, non discriminatoire dans sa cible. Donc le pirate est l'ennemi commun de l'humanité, d'après Cicéron. Et la combinaison de ces deux éléments, c'est-à-dire son caractère exceptionnel et son caractère universel, porte comme conséquence ultime que la piraterie fonde finalement le rapport des États à la guerre. Il s'agit de lutter contre un belligérant criminalisé ou un criminel guerrier, et donc d'engager des poursuites extraordinaires, de pénétrer des espaces internationaux dits sans souveraineté pour assurer la sécurité commerciale des États. Donc, figure exceptionnelle, le pirate universalise la répression par l'État de toute forme d'organisation politique autre que lui-même. Alors, comment tout ceci s'opérationnalise historiquement? On a remarqué avec Olivier qu'il y avait deux temps historiques très forts. La période mercantile, entre 1500 et 1800, et puis la période libérale de 1800 à nos jours. Donc les États se sont formés, premièrement, à l'aide de stratégies pirates, de prédation et d'accaparement de richesses, phase mercantile de construction des États, où la piraterie, elle, est véritablement utilisée par les forces marchandes européennes. Ensuite, la piraterie criminalisée et abandonnée par les États au profit d'institutions durables au service du commerce maritime. Donc, si le pirate a contribué dans un premier temps à l'émergence des souverainetés européennes, il fut dans un deuxième temps criminalisé pour assurer le monopole de la violence légitime en haute mer des États occidentaux en période libérale. Alors, examinons rapidement ces phases historiques. Durant la phase mercantile, il y a une triangulation en fait entre les États marchands et pirates. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la prédation pirate, d'une part, le commerce marchand, d'autre part, et enfin la construction de l'État, forment une relation triangulaire où finalement le pirate est un marchand, le marchand est un pirate, le souverain est parfois un pirate, le souverain est parfois un marchand, et donc toutes ces catégories s'entremêlent pour former un triptyque, une relation triangulaire entre ces trois catégories. Donc il y a trois stades dans cette phase mercantile. Le premier stade, c'est de 1500 à 1620, où là, le marchand est un pirate. Il est armé pour compenser l'absence de souveraineté en haute mer des puissances émergentes européennes.
Et ça, c'est une pratique, on va constater cette première phase dans les comptoirs coloniaux, auprès de la Compagnie orientale des Indes, par exemple, qui, elle, monopolise finalement la violence des mers au profit de ses activités commerciales. Deuxième stade, entre 1620 et 1713, 1713 étant le traité d'Utrecht, le souverain est un pirate. Il sombre les navires marchands ennemis. Et là, il s'agit de la période mercantile, de la guerre des courses entre les Français et les Anglais. Troisième stade, de 1713 à 1856, le souverain devient marchand. Il combat le pirate qui est devenu préjudiciable au commerce et à la rente étatique. C'est l'ère des révolutions bourgeoises, du libéralisme et de la symbiose beaucoup plus féconde entre les marines marchandes et commerciales. Donc, examinons ces trois périodes en détail. Examinons le premier stade mercantile, c'est la découverte des Amériques. L'Espagne proclame sa souveraineté sur les Indes occidentales et les Espagnols déclarent qu'est pirate et définissent comme pirate tout navire autre qu'espagnol qui accote au large du Nouveau Monde. Donc la France, l'Angleterre et les provinces néerlandaises vont réagir en attaquant les navires marchands espagnols pour justement briser la tentative de monopole commercial espagnol. Donc c'est à cette époque-là que les souverains européens s'accusent mutuellement de pillage maritime. Mais ici, ce qui est important à noter, c'est qu'entre le XIVe et le XVIIe siècle, les marchands européens recourent aux corsaires et aux boucaniers pour faire la guerre en haute mer contre les puissances commerciales adverses. Donc c'est un système de mercenariat. J'ai un exemple. En 1523, Jean Florin, capitaine normand, capture dans les eaux entre les Canaries et les Açores 2 vaisseaux espagnols revenant du Mexique chargés de trésors de Montezuma. Les Espagnols qualifient son activité de pirate alors que lui-même est porté au nu dans sa ville normande de Villequier. Donc cette phase, c'est finalement la phase d'adéquation entre l'activité commerciale et l'activité pirate. Le marchand est un pirate, le pirate est un marchand. Ensuite, deuxième stade mercantile, là c'est le souverain qui prend le relais du marchand et le souverain devient le principal instigateur d'activités pirates. La piraterie des Anglais, des Hollandais et des Français est tellement efficace contre les Espagnols que ces derniers sont obligés de signer des traités de paix. Il s'agit du traité de Münster de 1648, du traité de Madrid de 1670. Et les signataires se promettent de respecter la propriété des colonies rivales, reconnaissent les annexions territoriales de chacun. Alors on passe du no peace beyond the line, c'est-à-dire un système anarchique où au-delà des frontières européennes tout va, à une nouvelle ère de trade by diplomacy, commerce diplomatique. Et entre 1660 et 1720, les empires marchands excluent des voies navigables les pavillons étrangers pour conforter leur monopole commercial. Alors, à cette époque est mûrie l'intégration d'une violence corsaire dans une stratégie navale souveraine. Il s'agit de la guerre des courses, donc sombrer les navires commerciaux de l'ennemi. Même si... donc c'est le souverain qui prend le relais de l'activité pirate. C'est ça que je voulais vous signifier dans cette nouvelle ère, dans cette deuxième phase mercantile. Ce sont effectivement les guerres de course du XVIIe et du XVIIIe siècle qui relancent l'activité pirate. On a le sac de Panama par le pirate anglais Morgan en 1670. Les Hollandais passent le plus clair de leur temps en mer à confisquer le butin de navires ennemis. Et tout ceci grâce à l'émergence de la puissance souveraine européenne. Alors, à partir de 1700,
les activités maritimes deviennent standardisées. Ça veut dire que les matelots sont tellement efficaces en mer, se spécialisent dans leur travail, qu'ils peuvent circuler d'un navire à l'autre, d'un pavillon marchand à une frégate corsaire, à un bâtiment de la marine royale. Donc il y a une spécialisation lente et progressive d'une communauté de marins versés dans l'art de la guerre. Et donc il y a ce problème d'indistinction entre les catégories de matelots, de corsaires, de pirates et de marchands. Et pour remédier à cette indistinction, un certain effort de formalisme juridique émerge pour différencier les corsaires des pirates. Et c'est la grande époque des lettres de marque. À cela s'ajoute la constitution de conseils des prises en France et les prize courts en Angleterre, qui régulent la redistribution des biens confisqués au nom du roi. Alors, pour aller très rapidement, parce que je n'ai plus de temps, et puis je voulais couvrir 400 ans d'histoire. Alors, les corsaires sont mobilisés en temps de guerre, jusqu'à ce que les guerres dynastiques européennes finissent par se conclure par des accords de paix. Et donc, qu'est-ce qu'on fait finalement avec ces corsaires démobilisés? Les puissances souveraines ont encore beaucoup de difficultés à contrôler l'activité des corsaires devenus pirates en temps de paix. Et pour réagir justement à l'activité pirate engendrée par la démobilisation des corsaires, les Anglais en 1700 adoptent une nouvelle législation anti-pirate, Act for the More Effectual Suppression of Piracy, qui autorise le jugement de pirates en mer sur les navires de Sa Majesté. Donc toute une série de législations qui consolident l'emprise du souverain sur l'activité des corsaires. Je passe tout de suite à la conclusion. J'ai pas eu le temps de faire la démonstration du passage du mercantilisme au libéralisme, mais j'aimerais tout de même conclure en disant qu'il y a une adéquation, une corrélation entre l'emploi des corsaires et la criminalisation de la piraterie, qui sont deux processus parallèles de construction des États. Une fois que les États ont été suffisamment consolidés, c'est à ce moment-là que la piraterie est véritablement criminalisée pour monopoliser le pouvoir en mer. Alors je passe la parole à Olivier. Merci. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Tout d'abord, merci d'être là, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens ce matin, il est quand même 9h45. Je tiens à remercier les organisateurs de CIDIM. Je joins ma voix à celle de Michael, puis remercier Mia, Marie-Laurence, Alain, Rémi pour cette invitation, puis surtout Julien pour nous avoir confié cette mission de parler piraterie aujourd'hui. Aujourd'hui, ma présentation va être une sorte de complément à la présentation de Michael, et je vais me concentrer sur les États-Unis spécifiquement. Puis en fait, ce que je vais faire, ce n'est pas présenter des résultats de recherche. En fait, c'est juste quelques intuitions que Michael et moi avons eues autour de notre table de cuisine et autour d'une montagne de couscous. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas voir ça comme des conclusions. Donc c'est pour ça qu'on va vous balancer certaines idées. Puis si vous avez des commentaires, des questions, des critiques, n'hésitez pas, on va être très heureux de prendre ça. On va peut-être essayer d'ajuster le tir aussi par rapport à nos travaux futurs. Donc, comme Michael l'a mentionné, en fait, notre intuition de départ, c'était de dire il y a une concomitance entre le processus de criminalisation de la piraterie puis la naissance de l'État moderne. Puis à force de lire, on est venu à la conclusion qu'en fait, c'était une évidence. C'était une évidence parce que entre le 15e et le 19e siècle, Michael en a parlé,
on assiste à la naissance de l'État moderne, puis dans la littérature, on parle aussi de l'âge d'or de la piraterie. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose là qui va au-delà de la simple coïncidence, de la simple concomitance. Et on s'est dit, on avait l'idée qu'il y avait probablement quelque chose de plus là. Et puis, dans le contexte, on a commencé à discuter du contexte américain, puis on s'est dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire dans le contexte américain pour parler un peu de cette concomitance entre criminalisation de la piraterie et l'histoire des États-Unis. Puis en fait, dans le cas américain, on en est venu à la conclusion, en tout cas préliminaire, on fait l'hypothèse, ça c'est la première que je vais présenter aujourd'hui, c'est l'hypothèse que, en fait, qu'il y a une concomitance, mais qui est plus qu'une concomitance entre le processus de criminalisation de la piraterie et la naissance des États-Unis, la naissance de la Fédération américaine. En fait, c'est plus une concomitance, on parle plus d'une corrélation. En fait, on peut peut-être balancer l'idée qu'il y a peut-être une relation de causalité entre la piraterie et la naissance de l'État américain, et entre la répression de la piraterie et la consolidation de la souveraineté américaine. Et donc, en gros, ça serait de dire qu'il n'y aurait pas d'État états-unien sans la piraterie. En fait, la piraterie a fait partie du processus de construction de la souveraineté américaine et de sa consolidation. Puis, je vais juste présenter un peu les points de départ de notre réflexion, parce que la Constitution américaine de 1787 reconnaît à l'article 1, section 8, en fait, ça c'est la section sur les pouvoirs législatifs, que le pouvoir législatif a le pouvoir de déclarer la guerre et de donner des lettres de marque et autoriser la prise de mesures de représailles. Mais donc, c'est des lettres de marque, c'est le souverain qui donne une autorisation à un acteur privé de commettre des actes violents en son nom. Et ça garantit un peu d'une certaine façon la légalité de l'acte violent posé. Et donc, on est parti avec cette idée-là de 1787, le souverain américain autorise la piraterie, le recours aux corsaires. Puis on est arrivé au 8 septembre 2008, vous n'avez peut-être déjà entendu parler, navire ukrainien MV Faina est capturé au large des côtes somaliennes. À l'intérieur, ça donne, comme par hasard, il y a 32 chars d'assaut soviétiques, 50 lance-grenades et 6 canons anti-aériens. Je donne un peu l'image, pour ceux qui ont vu Captain Phillips, ça peut peut-être vous remémorer certains souvenirs de ce film. Et ça, c'est... je reviens aux lettres de marque. Dans cette situation-là, Blackwater, qui s'appelle maintenant Academy, qui est une compagnie qui offre des services de mercenariat et de consultation en matière de sécurité, a contacté le gouvernement américain pour obtenir une licence, une lettre de marque, pour participer à ces activités de répression de la piraterie au large des côtes somaliennes. Et le gouvernement américain a répondu « There was no precedent for a paramilitary operation in a purely commercial environment ». Donc, on est passé à 1787, on autorise l'octroi des lettres de marque. À 2008, une situation où on condamne la piraterie et on refuse l'aide d'un acteur privé pour réprimer cette piraterie. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, 25 février 2013, c'est une citation qui est vraiment extraordinaire. C'est tiré d'une décision rendue par la Cour d'appel fédérale américaine du 9e Circuit, qui est sur la côte ouest américaine. C'est une cour qui était basée dans l'État de Washington. Et elle condamne l'ONG Sea Shepherd. Peut-être pour ceux qui la connaissent, c'est une ONG qui s'est donné pour mission de coulir les navires baleiniers japonais dans le Pacifique Sud. Elle a été, en vertu d'une décision donc, de cette Cour fédérale d'appel, a été reconnue responsable d'actes de piraterie. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est un peu là la contradiction. D'un côté, on l'a autorisé au tout départ de la naissance de la souveraineté américaine, et on arrive aujourd'hui à une condamnation pure et simple, que ce soit des actes de piraterie commis au large des côtes de la Somalie, ou des actes de piraterie faits dans le but, ou accomplis dans le but de protéger, de défendre le droit international, donc le droit international de l'environnement dans ce cas-ci. Donc l'idée, c'est ici, c'était, puis je donne la source pour ceux qui s'intéressent, en fait l'idée ici, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé en 1787 puis 2008-2013. Il s'est passé beaucoup de choses. Puis ici, avant de me lancer, ça c'est la première hypothèse, donc la répression de la piraterie est un élément constitutif quasi nécessaire de la création des États-Unis. Ça c'est la première hypothèse.
Puis en lien avec ça, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre 1788 et 2013, la définition de la piraterie qu'on utilise en droit américain, 1788, quand je fais référence aux fédéralistes, ce sont les pères fondateurs qui ont essayé de vendre la Constitution de 1787. Ils l'ont fait avec succès parce qu'elle a été adoptée en 1789. Réfère explicitement à cette définition internationale tirée from the Law of Nations, de la définition de la piraterie. Et en 2013, la Cour fédérale d'appel du 9e circuit cite l'article 101 de la Convention de Montego Bay de 1982, dans laquelle on définit les actes de piraterie. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que oui, les Américains utilisent la piraterie et sa répression pour asseoir leur souveraineté. Ils le font au nom du droit international, mais la répression de cette piraterie-là, par contre, se fait à l'intérieur par le souverain américain. Donc, ici, on appelle au droit international à sa légitimité pour condamner, réprimer ces actes-là au niveau domestique. Et là, ça m'amène à la deuxième hypothèse que je vous soumets aujourd'hui, c'est de dire que, en fait, les actions de répression, de criminalisation de la piraterie par le gouvernement américain s'inscrivent dans deux grands mouvements d'expansion, de consolidation de la souveraineté américaine. Le premier mouvement, c'est la naissance des États-Unis. Pensez, vous êtes une gang sur la côte est américaine, vous venez de faire la guerre aux Britanniques, vous êtes faible, vous n'avez pas d'armée, et vos armées, votre moyen de défense, ce sont des milices. Pour faire la guerre aux Britanniques, aux Français qui se trouvent à l'ouest, aux Espagnols qui se trouvent au sud, il faut faire appel à des mercenaires, à des forces privées. D'où les lettres de marque. Et pour consolider la souveraineté américaine, pour la défendre face à d'autres empires européens qui convoitaient les territoires en Amérique du Nord, les Américains ont fait appel aux privateers, aux corsaires, à la piraterie, pour défendre leurs intérêts, mais aussi pour défendre cette souveraineté-là qui s'établissait tant au niveau domestique qu'au niveau international dans les rapports avec les souverains européens. Et pour donner un exemple, la guerre de 1812, qui a été célébrée par le gouvernement conservateur ici comme une grande guerre canadienne, mais dans ce contexte-là, les Américains, eux, c'était vraiment une guerre de course. Ils ont utilisé des forces navales privées pour réprimer, pour combattre les forces britanniques qui étaient extrêmement puissantes au plan maritime. Ça, donc, cette première conception, cette première expansion, consolidation de la souveraineté américaine a fait appel à ce mouvement de cette utilisation de la piraterie, mais tout au long du développement de l'État américain au 19e siècle, jusqu'à la conquête des Philippines, d'Hawaï et de Cuba à la fin du 19e siècle, on a assisté finalement à un mouvement d'utilisation vers un mouvement de criminalisation. Et donc, vers la fin du 19e siècle, la souveraineté américaine est consolidée à Hawaï, sur le territoire, sur le continent, mais elle est consolidée aussi aux Philippines, elle est consolidée à Hawaï, au Samoa, dans le Pacifique, à Cuba et dans certaines îles des Caraïbes. Et donc, cette souveraineté-là est consolidée et se consolide par ces premiers efforts de criminalisation et ce rejet de l'utilisation des corsaires pour défendre les intérêts américains. Et parallèlement à ça, on rejette l'utilisation de la piraterie au profit d'une marine, d'une navy, qui, elle, va être créée à peu près à la même période. Donc, expansion, on a besoin de la piraterie, consolidation, on la réprime. Et là, ça, c'est la première partie de ma deuxième hypothèse, parce que ça, c'est le premier mouvement d'expansion-consolidation de l'Empire américain. Dans un deuxième mouvement, en fait, c'est celui qu'on voit depuis la fin du 20e siècle, début du 21e siècle, c'est qu'en fait, le pouvoir, la volonté de répression, de criminalisation de la piraterie par le gouvernement américain dépasse maintenant les simples frontières du dominion américain. Et là, elle intervient dans des endroits où la souveraineté est elle-même alambiquée ou n'est pas consolidée. Je pense à certaines régions de l'océan Indien, je pense au golfe d'Aden, certaines parties de la côte ouest du continent africain. Et là, la souveraineté américaine se manifeste encore par cet exercice de répression de la piraterie. Oui, il y a des pirates somaliens qui ont été jugés et condamnés pour actes de piraterie aux États-Unis en 2010-2011, mais aussi l'affaire de 2013, dans cette décision-là, on condamne les actes de la Sea Shepherd, mais aussi le juge de la Cour fédérale d'appel fédérale américaine
dit explicitement dans cette décision qu'il ne reconnaît pas la décision que l'Australie, la décision des tribunaux australiens qui réprimaient les actes de Sea Shepherd, mais aussi les actions des chalutiers japonais dans le Pacifique, autour du continent antarctique, pour la simple et bonne raison que le juge de la Cour d'appel fédérale a dit que la souveraineté australienne ne pouvait pas s'étendre au-delà des limites de son dominion. Et donc, en rendant une décision qui s'appliquait à certains territoires de l'Antarctique convoités par l'Australie, les Américains contestent cette affirmation de souveraineté. Et pour cette raison-là, et sur cette base-là, le juge s'est senti justifié de rendre une décision condamnant les actes de Sea Shepherd dans un endroit qui est considéré être la haute mer, donc sans souveraineté. Donc ici, il y a un deuxième effort de consolidation de la souveraineté, mais à une échelle globale. On ne parle plus d'une consolidation à l'échelle domestique américaine, mais on parle d'une consolidation à l'échelle globale des territoires de haute mer qui ne sont pas occupés politiquement par le gouvernement américain, mais sur des endroits, par contre, où il y a un intérêt qui est très, très marqué. Et donc, je vais m'arrêter ici, mais juste retenir que la thèse que Michael et moi on développe, puis moi je la développe dans le contexte américain, c'est que la question de la croissance et de la naissance des souverainetés repose historiquement sur l'usage, le recours à la piraterie. Mais une fois que cette souveraineté consolidée a pris sa pleine expansion, là on se retrouve dans une situation où on doit réprimer. Ça c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, lorsqu'on veut prendre une nouvelle expansion de la souveraineté dans le cas américain, au fin du 20e, début du 21e siècle, la piraterie demeure encore le prétexte pour assurer cette expansion de la juridiction de l'impérium américain sur des territoires qui sont sans souverain. Et donc, en terminant, et là, ça c'est un clin d'œil à Rémi, on voulait juste terminer sur une citation de Martin Luther tirée du 3e volume du Capital, et qui résume bien notre thèse, en fait. C'est surtout la dernière section. Great thieves ain't little thieves, and as the Roman senator Cato said, mean thieves lie in prisons and studs, but public thieves, states, les États, are clothed in gold and silk. Et donc, cette citation résume bien, je pense, le processus historique, mais aussi juridique et politique de consolidation des souverainetés et de son rapport finalement, ultimement, à la criminalité, au crime. Donc, sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup à nos deux premiers conférenciers. Notre deuxième présentation ce matin porte le titre « La transnationalisation et les nouveaux acteurs du droit international, des motifs pour la criminalisation internationale des atteintes à l'environnement » et elle sera prononcée par Pierre Watrin, qui est doctorant en droit à l'Université Laval sous la direction de la professeure Sophie Lavallée. Il détient un baccalauréat en droit aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur et une maîtrise en droit de l'entreprise de l'Université catholique de Louvain. Il a également, en septembre 2010, entamé sa maîtrise en droit de l'environnement, développement durable et sécurité alimentaire à l'Université Laval, qui l'a amené à effectuer un stage au département du développement durable de l'Organisation des États américains et ses recherches actuelles se concentrent sur les enjeux et les limites de la criminalisation des atteintes à l'environnement en droit international. Merci beaucoup. Puis à la suite de Olivier et Michael, je me permets de remercier le comité d'organisation du CEDIM pour ce beau colloque et la qualité des activités scientifiques de ces deux journées, mais aussi des activités parascientifiques qui sont très plaisantes. Alors, si on se reporte 15, 20, 60 ans en arrière, on peut se demander si la justice pénale internationale, telle que la communauté internationale la concevait à l'époque, si cette justice pénale internationale a atteint les objectifs qu'on lui vouait. Quels sont, par ailleurs, ces objectifs? Si celui de la punition est plus ou moins clair, celui de la dissuasion des auteurs de crimes l'est clairement beaucoup moins. D'abord et avant tout, en raison de la nature même de ces deux fonctions, on peut dire, et Diane le soulevait hier, on peut dire aisément combien de crimes ont été punis par la justice pénale internationale. Il est par contre à peu près impossible, je
je pense que c'est toi Diane qui disais ça, je suis même plus sûr maintenant, mais il est à peu près impossible de dire combien de crimes ont été empêchés en raison de son caractère dissuasif par la justice pénale internationale. Alors dans le cadre de mes recherches au doctorat, je m'intéresse à la criminalisation des atteintes à l'environnement en droit international. La commission de droit international, de nombreux auteurs, dont Mark-Alan Gray ou le professeur Maigret qui était ici hier avec nous, ont tâché de définir ce crime attendu, voire espéré par les uns, irréaliste pour les autres, ont essayé d'en déceler les avantages, les inconvénients, d'en percevoir les enjeux et les limites. L'article du professeur Maigret, qu'il a écrit sur le sujet d'ailleurs, démontre toute la tension qui peut exister entre les arguments entourant la création d'un crime international contre l'environnement, qui viendrait par exemple s'ajouter aux 4 crimes principaux déjà internationalement définis. Alors loin de moi l'idée de vouloir en définir exhaustivement les différentes formes que pourrait prendre ce crime qui sont proposées par la doctrine. Retenez simplement que lorsqu'on parle d'atteinte à l'environnement et de criminalisation des atteintes à l'environnement, on se concentre essentiellement sur les dommages graves, durables et étendus. Ce sont les termes de la Commission de droit international qui s'était penchée sur la question. Je soulignerai simplement le fait que de se pencher sur l'idée de l'avènement d'une nouvelle incrimination définie par la communauté internationale nous offre l'opportunité à nouveau de réfléchir via un prisme de considération nouvelle sur les objectifs de cette justice pénale internationale. Alors ces 2 nouvelles considérations sont l'objet de la protection, l'environnement, qui est constitué d'eau, d'air, de terre, la faune, la flore et les hommes, on va le voir plus tard. Mais aussi la qualité des auteurs de ces atteintes à l'environnement a changé. Selon Damaska, qui a écrit un article important sur le but de la justice pénale internationale, les auteurs de la nouvelle criminalité dont on va parler aujourd'hui ne sont plus des gens qui regardent la mort dans la poursuite de leur action comme une justification, voire une béatification, comme ces personnages-là, mais plutôt des coolly rational calculators of costs and benefits. Ça dit ce que ça dit. Ces entreprises-là, par exemple. Je m'intéresserai non pas sur l'objet de la protection en tant que telle aujourd'hui, mais je m'intéresserai essentiellement sur ces acteurs, ces nouveaux acteurs de la communauté internationale que la criminalisation des atteintes massives à l'environnement vise particulièrement. Alors, comme le souligne le professeur Dominique Carreau, qui est un professeur français que certains d'entre vous connaissent peut-être, à l'époque actuelle, l'expression droit international public s'avère entièrement inadéquate dans la mesure où elle ne permet pas de rendre compte de la diversité des acteurs de la société internationale contemporaine. Citant Philippe Jessup, qui est un ancien, je ne sais pas si je le prononce correctement, un ancien juge américain à la Cour internationale de justice, au regard de la nature de ces nouveaux acteurs du droit international, il est en fait plus exact de parler de droit transnational, c'est-à-dire de tout le droit qui réglemente les actions ou les événements qui transcendent les frontières nationales. Alors il est clair que l'apparition des sociétés multinationales participe clairement à cette transnationalisation du droit. Si les actes qu'une entreprise multinationale qui vaut 120 milliards de dollars en bourse passe avec un État ayant un PIB de 25 milliards de dollars ne constituent pas des traités au sens formel, ne sont-ils pas assimilables, dans une certaine mesure, à des traités sur le plan matériel, formant un imbroglio juridique que Jessup et Carreau nomment le droit transnational. L'avènement du droit international des investissements, par ailleurs, est la preuve que l'entreprise exerce un réel pouvoir sur la création du droit et sur son exécution. On peut penser notamment à la possibilité d'une entreprise de saisir un tribunal arbitral lorsqu'un État fait passer les considérations publiques de ses populations avant les intérêts privés de la dite entreprise ayant investi dans cet État. C'en est par ailleurs la preuve. Les entreprises multinationales sont en outre connues comme disposant de leviers économiques très importants pour influencer la création de l'environnement juridique dans lequel elles mènent leurs activités, ainsi que pour influer, parfois, sur les suites judiciaires et extrajudiciaires qui peuvent être données aux infractions qu'elles commettent en lien avec l'environnement. Ces entreprises transforment donc grandement la place de l'État dans la réalisation de la protection de l'environnement, tant sur le plan des droits internes que du droit international. Le cas de la présence de Chevron en Équateur, de Union Carbide à Bhopal, de BP et Shell dans le détroit du Niger, ou du plus récent cas
du Probo Koala en Côte d'Ivoire, sur lequel je reviendrai sous peu, démontre que la souveraineté de l'État sur son territoire ne relève plus que de la fiction pour de nombreux États en développement, ou qu'en tout cas, la fonction de l'État en ce qui concerne la protection des droits des populations à vivre dans un environnement sain sont largement amoindris. Alors, une image valant mille mots. Certains d'entre vous qui étaient là au dernier colloque de la SQDI vont reconnaître certaines diapositives, mais j'aimerais vous raconter l'histoire de la société Trafigura ayant affrété le Probo Koala et les conséquences malheureuses en tout cas d'une situation dont je vais parler brièvement. Alors le Probo Koala, c'est ce navire-là qui est affrété donc par la société Trafigura dont j'ai parlé tantôt. Trafigura qui valait en 2013 133 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui concentre ses lignes d'activité essentiellement dans le transport de matières premières, notamment de produits pétroliers. Pour gagner du temps, des navires comme le Probo Koala sont des navires raffineries, donc qui raffinent le pétrole en mer, ce qui a pour conséquence de créer de nombreuses eaux usées constituées de résidus pétroliers, de dissolvants, de mercaptan notamment, qui sont toutes des substances qui sont réglementées par les conventions de Marpol, pour ceux qui sont familiers avec le droit de la mer. Alors en août 2006, le Probo Koala arrive dans le port d'Amsterdam, où, désirant vider ses cuves dans le port d'Amsterdam pour faire décontaminer celles-ci, il se retrouve face aux autorités du port d'Amsterdam qui font passer le prix de la décontamination des cuves de $30 la tonne à $1000 la tonne, ce qui change évidemment la donne. Décision est prise par le capitaine, avalisé par les dirigeants de l'entreprise Trafigura affrétant le navire, de descendre en Côte d'Ivoire pour faire traiter, ou en tout cas se débarrasser de ces produits en Côte d'Ivoire, où, selon un rapport des Nations Unies, en Afrique, le prix moyen pour la décontamination est de $2,50 la tonne, tout simplement pour la simple raison qu'il n'y a pas d'infrastructure nécessaire pour traiter ces déchets. Donc, survient alors une série d'événements qui sont relatés par le rapporteur spécial des Nations Unies qui était envoyé sur place pour traiter du cas. Paragraphe 27 et 28 de son rapport, il constate que donc 12 camions ont été chargés par une société locale. Les déchets, donc les 500 mètres cubes de produits toxiques ont été déversés dans 18 lieux de déchargement sur 8 sites différents et évidemment aucune installation de traitement n'existait. Donc le bilan humain est de 15 morts, 69 personnes hospitalisées et 108 000 intoxications, ce qui constate le rapporteur spécial des Nations Unies a bafoué clairement le droit à la vie de nombreuses personnes. Donc, quand je parlais de droit de l'environnement, il s'agit aussi, l'environnement est constitué d'êtres humains aussi qui vivent dans cet environnement-là. Et il ne faut pas l'oublier. Juste pour la petite histoire, selon la Banque mondiale, en 2013, je ne sais plus la date, mais c'est tout récent, le PIB de la Côte d'Ivoire était de 25 milliards de dollars. Si vous vous rappelez, le chiffre d'affaires de Trafigura est de 125 milliards par an. Alors, ça explique peut-être les suites qui ont été données, les suites judiciaires qui ont été données à ce procès. Sur 17 personnes qui avaient été poursuivies, 8 ont bénéficié d'un non-lieu suite à l'instruction, donc tous les dirigeants et employés de Trafigura impliqués. 9 personnes ont été acquittées à la suite de la procédure devant la cour d'assises d'Abidjan, et seules 2 personnes ont été condamnées. Ce sont en fait 2 hommes de paille, le DG de l'entreprise locale qui venait d'être créée et une autre personne qui avait conseillé à cette entreprise locale de sous-traiter, en tout cas de prendre ce contrat-là de déversement. Aucune accusation judiciaire n'a été formulée à l'encontre de la société en tant que telle. Et la logique l'emportant, une entente transactionnelle entre Trafigura et l'État de la Côte d'Ivoire de 153 millions d'euros, ça peut paraître beaucoup, mais quand on sait qu'il y a plus de 108 000 personnes qui avaient été intoxiquées, on relativise un petit peu les choses. Donc cette entente transactionnelle a mis fin directement à l'action civile et à la subite suspension de l'action pénale, donc toutes les mesures pénales, sauf à l'égard des 2 hommes de paille, ont été arrêtés subitement.
Alors ce genre d'affaires démontre toute la place que peut avoir la société multinationale qui façonne un droit transnational et qui relègue l'État autrefois souverain, selon moi, au rang d'État contractant. En fait. Alors ce changement de paradigme en droit international, où les États étaient autrefois sujets et les entreprises étaient des objets du droit international, peut-il constituer un motif pour criminaliser internationalement le comportement de ces sociétés-là et de leurs dirigeants lorsque ces derniers violent les droits humains liés à l'environnement? Le droit international n'a-t-il pas évolué à ce point qu'il soit devenu incontournable d'assortir le pouvoir des sociétés multinationales du devoir de répondre de comportements répréhensibles, notamment en matière de protection de l'environnement et des droits humains qui y sont rattachés à l'échelle supranationale? Alors pour répondre à ces questions, je me permettrai de soulever rapidement 4 parallèles entre cette évolution du droit international en ce qui a trait à la protection de l'environnement et les conclusions qui datent d'il y a déjà presque 20 ans de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui avait rendu le 2 octobre 1995 un arrêt sur une exception préjudicielle d'incompétence du dit tribunal qui avait été soulevé par Duško Tadić à l'époque. Alors la démarche intellectuelle, pour ceux qui ont peut-être encore à l'esprit cet arrêt de la Chambre d'appel, portait sur la question de la dichotomie classique en droit international humanitaire qui existe entre les conflits armés entre États souverains d'un côté et les conflits armés internes. Alors si la première catégorie de conflits impliquait l'application de règles de droit international qui étaient généralement bien définies et imposant un certain nombre de droits et d'obligations aux parties et aux non-parties au conflit, donc essentiellement les règles du jus in bello. La deuxième catégorie, donc les conflits internes, ne bénéficiait pas d'un tel cadre. Selon la conception de l'époque, les conflits internes devaient relever du droit interne, mis en place et appliqué par l'État sur le territoire duquel se déroulaient ces conflits. Alors, la Chambre d'appel soulève un changement dans ce modèle dichotomique autour des années 1930, qui prend la forme d'une atténuation de la souveraineté des États au profit de la communauté internationale dans son ensemble. Alors selon elle, 4 raisons expliquent cette atténuation et c'est ces 4 raisons citées par la Chambre d'appel que j'aimerais mettre en parallèle avec l'évolution du droit international en matière d'environnement qui serait, selon moi et selon de nombreux chercheurs, souhaitable. Okay. C'est le paragraphe 97 si jamais les gens veulent s'y référer. Alors la première cause d'atténuation de la distinction traditionnelle entre le conflit armé interne et le conflit armé international, et donc de la progression de l'application d'instruments de droit international au conflit interne, est due en fait à la récurrence plus importante à partir des années 1930 de ce type de conflit. Alors les causes sous-jacentes de ce phénomène sont, selon la Chambre d'appel, essentiellement dues au progrès technologique qui facilite l'accès aux armes de certaines personnes ou groupes de personnes, combinées à certains facteurs idéologiques aussi, ethniques et ou économiques à l'intérieur de ces États. Les instigateurs et les acteurs de conflit ne sont plus seulement des États ou les représentants de ceux-ci, mais bien des membres originaires de la société civile, revendiquant, comme il le sera formellement reconnu dans la Charte des Nations Unies en 1945, leur droit à l'autodétermination. Alors cette première cause d'atténuation de la dichotomie peut trouver un écho particulier en ce qui concerne les atteintes à l'environnement humain et à la nécessité grandissante de repenser les obligations des parties non étatiques dans les dégradations les plus graves de l'environnement. Là où auparavant la communauté internationale laissait aux États le soin de réglementer tous les aspects relevant de l'utilisation de leur environnement, l'évolution des moyens technologiques susceptibles d'utiliser l'environnement donc de manière durablement dommageable et la responsabilité grandissante qu'ont les sociétés les sociétés multinationales, notamment dans ces atteintes, pourrait constituer un bon argument pour criminaliser davantage ces comportements. Alors une deuxième cause qui est soulevée par la Chambre d'appel, c'est le caractère cruel et durable de certains conflits armés internes qui ne permet plus, à partir des années 1930, de manière à la fois qualitative et quantitative, de distinguer dans les faits le conflit armé interne du conflit armé international. Alors, cette cause-là, cette cruauté-là, est intrinsèquement liée à l'évolution de la technologie aussi,
que j'ai soulevé dans le point précédent. Le caractère croissant de la gravité et la durabilité des conflits internes conduit donc la communauté internationale à solliciter une application plus importante du droit international humanitaire dans le cadre de ce type de conflit. C'est sans aucun doute le caractère en fait profondément contraire aux valeurs fondamentales de la société internationale, accru par la visibilité de plus en plus importante de ces conflits, qui inspira cette évolution du champ d'application du droit international humanitaire. Alors en ce qui concerne la protection de l'environnement, pour continuer le parallèle, on peut dire que la Chambre d'appel du TPY n'eût pas mieux résumé l'évolution du champ d'application du droit international relatif aux atteintes graves à l'environnement si elle avait voulu le faire. C'est en effet le caractère croissant de la gravité et de la durabilité de certaines atteintes à l'environnement qui incitèrent la communauté internationale notamment à jeter les bases du droit international de l'environnement. C'est la considération croissante que ces actes attentatoires à l'environnement constituent des atteintes aux valeurs fondamentales de nos sociétés, combinées au caractère de plus en plus visible de celles-ci et à l'implication grandissante des organisations non gouvernementales aussi sur la scène internationale, qui conduisirent sans aucun doute la communauté internationale à jeter les bases d'une branche du droit international public qui deviendrait le droit international de l'environnement. Alors l'interrelation entre les dégradations de l'environnement et les questions de droits de l'homme, à la vie, à la dignité, qui sont soulignées notamment qui ont été soulignées lors de ce qui constitue vraiment en droit international de l'environnement comme les premières bases du droit international de l'environnement, par le principe 1 de la déclaration de Stockholm, fut donc un des vecteurs importants de cette conscientisation, à l'image de l'évolution de l'application du droit international humanitaire aux conflits internes. Alors la troisième cause, j'ai oublié de passer mes slides. La troisième cause peut être comprise dans le sens de l'influence croissante que les conflits armés internes peuvent avoir sur les intérêts des autres États, non seulement limitrophes, mais sur l'ensemble des États avec qui l'État entretient des relations économiques, politiques, voire idéologiques. Selon la Chambre d'appel, cette interdépendance entre les États dissout en quelque sorte les frontières politiques qui existent entre les États, attribuant aux différents intérêts qu'ont les États entre eux l'élément délimitant leur légitimité à s'insérer dans les affaires internes d'un État par la voie du droit international. Alors même constat de nouveau, rapidement, en ce qui concerne l'attitude d'un État à l'égard de ses ressources naturelles, on pourrait en effet justifier qu'à l'image du droit international humanitaire, utilisé de manière opportuniste, voire impérialiste, par les autres États pour sauvegarder leurs intérêts économiques, idéologiques ou politiques mis à mal à cause d'un conflit interne dans un État tiers, la communauté internationale considère comme relevant de ses intérêts la pollution massive des ressources en air, en eau, qui ne connaissent pas les frontières politiques. C'est ainsi notamment que la communauté internationale décida en 1992, par exemple, d'adopter la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique et tous les autres accords multilatéraux concernant l'environnement. Il est alors reconnu que certains gestes posés par les États seuls, évités par les États seuls, pouvaient avoir des effets dévastateurs sur les intérêts de la communauté des États dans leur ensemble. Alors la quatrième et dernière cause soulevée par la Chambre d'appel, c'est ce fameux principe hominum causa omnius constitutum, selon laquelle donc, tout droit est créé pour l'homme. Il s'agit d'une doctrine qui est mise en avant par la Chambre d'appel lors de cet arrêt, qui dit qu'un droit international créant une distinction artificielle entre l'application des droits fondamentaux reconnus universellement aux hommes, en raison de leur appartenance à un État en situation de conflit interne d'un côté ou de conflit armé international de l'autre, devrait laisser le pas à un droit international faisant une application universelle de ces droits de l'homme. Alors même si le droit à vivre dans un environnement sain n'est pas encore reconnu en tant que tel par toutes les juridictions de ce monde, et les forums régionaux de contrôle de l'application des droits de l'homme ont des interprétations différentes sur cette notion de droit de l'homme à vivre dans un environnement sain. Il s'agit quand même, pour certains auteurs, d'un argument qui
appuierait la nécessité de criminaliser les atteintes à l'environnement. Alors ces 4 arguments qui sont donnés par la Chambre d'appel du TPY il y a presque 20 ans tentent donc à alimenter l'idée que le droit international est sujet au changement. Voué à ne s'appliquer au départ qu'aux conflits armés internationaux, le droit international humanitaire a étendu son champ d'application aux conflits internes en raison du changement dans la nature des conflits, des victimes, de l'évolution de la technologie, etc. Face au développement récent du droit international et notamment de la place plus importante qu'a prise la société multinationale dans la dégradation de l'environnement et de l'affaiblissement corrélatif du rôle de l'État à jouer son rôle justement de fiduciaire des droits de ses citoyens à vivre dans un environnement sain, on a donc quelques raisons de croire que le caractère évolutif du droit international pourrait un jour mettre en place un régime criminalisant internationalement les atteintes à l'environnement les plus graves. Alors pour conclure, je reviendrai rapidement sur la question que j'ai posée en introduction. Quels sont les objectifs du droit international pénal, de la justice pénale internationale, pardon. On a mentionné différents objectifs. L'objectif punitif, qui est un objectif qui est majeur dans la justice pénale internationale et dans la mise en place et dans la défense des... C'est ça, 0, ok. L'objectif punitif est donc important, mais il s'agit de penser à la sauce environnement. Pensons donc à la rétribution, à la manière de punir et de penser par exemple à la remise en état. On sait que en ce qui concerne les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, la remise en état est particulièrement difficile à mettre en place. En ce qui concerne la dégradation de l'environnement, elle est envisageable dans certains cas, il faut se poser la question. Hier, de nouveau, Diane, je te prends à partie, même si tu m'écoutes qu'à moitié. Non, c'est pour... Tu cherches ta dit. Ça, c'est léger, je sens bon. Non, c'est bon. Tu parlais de la fonction symbolique, voire moralisante de la fonction du droit international pénal. Mais peut-être qu'en matière d'environnement, c'est une critique récurrente de la part de la doctrine en ce qui concerne le droit des affaires et le monde des affaires. Peut-être que le droit international aurait une fonction moralisante intéressante pour le droit des affaires. Parce qu'on parle beaucoup de moralisation du droit des affaires, notamment en termes de gouvernance d'entreprise. Qu'en est-il de la fonction préventive du droit international pénal? Les entreprises multinationales, les entreprises en tant que telles réagissent selon des calculs coût-bénéfice, je le disais en entrée. Il est donc beaucoup plus facile, et c'est l'objet de ma thèse de doctorat, de calculer quel va être l'effet attendu d'une nouvelle norme sur le comportement des entreprises multinationales à l'égard de l'environnement. Est-ce qu'un crime, une pénalisation sera suffisamment importante pour peser suffisamment sur la balance du non, je n'ouvre pas la vanne, ou non, je ne décharge pas mes déchets? Si elle n'est pas suffisamment importante, la balance penchera alors du côté du oui, du côté des bénéfices qu'une entreprise a porté atteinte de cette manière à l'environnement. Mais ce sera pour le prochain épisode. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. J'ai donc le plaisir de vous présenter maintenant un cher collègue à moi, Bruce Broomhall. Sa conférence portera le titre « La responsabilité pénale des entreprises en zone de conflit, mécanismes de contrôle ou facteurs de légitimation ». Alors, Bruce Broomhall est membre du CIDIM. Il est professeur au département des sciences juridiques de l'UQAM, dont il est également le directeur. Il a été directeur du CIDIM de 2005 à 2009. Précédemment, il a été responsable du programme pour la promotion de la justice internationale de l'Open Society Justice Initiative à Budapest et directeur du programme pour la justice internationale de Lawyers Committee for Human Rights à New York. Et à ce titre, il a participé aux travaux préparatoires en vue de la création de la Cour pénale internationale. Il s'intéresse plus particulièrement à l'exploitation illicite des ressources naturelles. La parole est à toi, Bruce. Merci, Myriam. Bonjour tout le monde. Alors, quand on a que 20 minutes, il faut adopter une certaine stratégie, soit de parler très très vite, soit de faire abstraction de
des détails, soit de limiter ses remerciements. Alors, je fais un peu tous les trois. Merci à tout le monde. Deux mots de préambule. Je fais abstraction des liens de logique explicatifs entre les deux et entre le préambule et la présentation que je vais faire par la suite. Mais c'est un petit préambule en 2 points que je lance comme ça. Si jamais il y a un prix pour meilleure citation tirée de la pensée socialiste, j'aimerais juste ajouter ma contribution à celle de Michael et d'Olivier. Sans nommer l'auteur, Rémi Bachand va savoir de qui il s'agit. Je cite: c'est l'impossibilité de vivre par un quelconque autre moyen qui contraint nos fermiers à cultiver le sol dont ils ne mangeront pas les fruits et nos maçons à construire les immeubles dans lesquels ils ne vivront pas. C'est ce qui les entraîne vers ces marchés où ils attendent des maîtres qui leur feront la gentillesse de les acheter. C'est le besoin qui les contraint à se mettre à genoux face aux riches pour lui demander la permission de l'enrichir. Quel avantage lui a apporté la suppression de l'esclavage? Il est libre, vous dites. Ah, mais c'est tout son malheur. Ces hommes, dit-on, n'ont pas de maître. Ils ont un, et le plus terrible qui soit, le plus impérieux des maîtres, et c'est le besoin. Fin de citation. Donc, petit commentaire si on veut. Vite comme ça. Le besoin est évidemment en construction sociale. L'intérêt pour nous en tant que juristes et intérêt par l'international, c'est le fait que cette construction sociale est basée notamment sur la propriété privée, ce qui a pour corollaire le droit du propriétaire de décider qui avoir accès à sa propriété et qui n'aura pas. Alors, le rôle du droit dans le respect de ce droit du propriétaire est à noter, et le système donc de primauté du droit dans son ensemble, dans le maintien des rapports sociaux, de hiérarchie, d'autorité, d'inégalité, etc. Donc, premier point de préambule. Deuxième, on parle des industries extractives, notamment en situation de conflit. Donc, juste en passant, je note le lien avec l'accumulation primitive. Donc, sans entrer dans le débat avec David Harvey, question d'accumulation par dépossession, caractère purement historique de l'accumulation primitive dans le travail de Marx, etc. J'en fais abstraction, mais juste à noter qu'on est dans ce domaine-là, notamment à cause du fait que les activités minières et pétrolières, surtout minières dont on parle, ont lieu à l'horizon du capitalisme, au point où le système mondialisé du capitalisme contemporain trouve sa frontière et trouve sa limite. Et c'est là, dans ce cas-ci, on parle de l'implantation du droit, ou le rôle du droit dans ces activités extractives à cette frontière-là. Okay? 2 points de préambule. La RDC. Vous savez, pendant les années 80, fin de la guerre froide, début les 2 guerres au Congo, occupation ougandaise, 5 millions de morts, etc., j'en passe. Mais c'était une guerre importante sur le plan, je dirais, le développement du domaine dont je parle aujourd'hui, notamment à cause du fait que c'est l'exemple de la RDC surtout qui a incité certains chercheurs à s'intéresser à ce problème des économies dites illicites de conflit. Alors, il y avait évidemment tout ce qui a à faire avec les diamants, l'Angola, Sierra Leone, processus de Kimberley, etc. Et ce qui a contribué aussi à ce courant de pensée. Mais c'était peut-être surtout la région des Grands Lacs et le conflit complexe dans l'est de l'RDC qui a incité certains acteurs, certains chercheurs, certains gouvernements à développer une analyse de ces économies de conflit.
et surtout dans une optique, c'est un discours qui s'est développé autour de la Banque mondiale, autour de l'International Peace Academy à New York, au fin des années 90, avec des contributions importantes de la part de Paul Collier, l'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, qui voyait qui regardait ces conflits d'un point de vue d'acteurs économiques, rationnels, qui agissaient selon une logique économique dans des situations de conflit, et donc qui apportait à cette problématique une perspective économiste pour expliquer ça. Et en termes politiques, qui visait surtout, qui problématisait l'activité des rebelles surtout, des acteurs non étatiques, en voyant le problème comme un manque de capacité étatique de domination. Bref, on ne réussissait pas à imposer la primauté de droit et l'ordre étatique dans des zones dites de faible gouvernance. Alors, donc, à partir de cet exemple-là, j'aimerais juste faire brièvement, toujours le diapo de Pierre, moi je n'ai pas, j'avais pas le temps, j'allais vous faire une belle présentation précise, mais le temps m'a manqué un peu. En droit pénal international, donc, on a commencé à développer ce discours autour des acteurs économiques en situation de conflit. C'était juste après l'adoption du statut de Rome en 1998, et un groupe de chercheurs, en collaboration avec les gouvernements canadiens et norvégiens, ont développé un projet pour développer une analyse de la responsabilité pénale des acteurs économiques en situation de conflit. Alors, c'était le tout début d'un processus qui durerait jusqu'à présent, avec une évolution importante dont je parlerai dans une minute, et qui commençait avec une espèce d'analyse de base du statut de Rome, des définitions des crimes internationaux et des doctrines en matière de mode de participation, donc la complicité, l'entreprise criminelle commune, etc., appliquées aux acteurs économiques impliqués dans les zones de conflit. C'était un think tank norvégien lié au Parti travailliste de Norvège qui s'appelle FAFO, qui a chapeauté ce projet et qui a publié ses résultats en 2002. C'était le Business and International Crimes Project. Alors, donc eux, ils ont, tout en reconnaissant que dans le statut de Rome, il n'y a pas pas de compétence de ces pays sur les personnes morales, les compagnies en tant que telles, ils ont souligné la possibilité que de telles personnes ou leurs agents pourraient être tenus responsables, les individus devant la Cour pénale internationale ou les compagnies elles-mêmes devant les tribunaux de plusieurs systèmes nationaux. Alors, ils ont commencé avec ça, et puis au fil des années, jusqu'en, je dirais, 2008 à peu près, ce courant s'est développé, notamment la Commission internationale des juristes à Genève, où on a fait un projet sur la complicité criminelle et les entreprises. Alors, financé par le même groupe d'États, avec la participation des mêmes chercheurs qui ont participé au projet FAFO, mais en élargissant un peu le réseau. Ils ont publié 3 volumes, je pense que c'était entre 2006 et 2008, sur le principe de la complicité appliquée aux entreprises. En même temps, juste au moment où le projet de la Commission internationale des juristes a été lancé, le FAFO a publié un 2e volume dans lequel elle a présenté 16 cas d'études où elle a souligné la responsabilité, les doctrines qui permettaient une responsabilité pénale des entreprises dans des systèmes nationaux. Donc, ils ont répertorié toute une série d'États. Ils ont identifié plusieurs dans le Canada où, en principe, une compagnie, une entreprise peut être condamnée pour sa participation coupable dans un crime, et notamment pour des crimes relevant du statut de Rome. Okay, c'est le cas au Canada, mais c'est le cas aussi dans au moins 8, 9, 10 autres États. Alors, et
et même sur la base d'une compétence universelle des fois. Alors ils ont souligné donc l'intérêt, on développé tout ce que j'appelle un discours potentialiste. Hein, le droit pénal international peut le faire, donc on doit le faire, on va le faire, c'est vers ça, on va, etc. Alors avec ce financement gouvernemental, ils ont développé toute une élaboration, une activité de recherche tout à fait bien faite, légitime et tout, qu'ils ont présenté à la communauté internationale pour favoriser une réflexion, un débat là-dessus. Donc, en 2008, vous vous en souvenez, en 2008, John Ruggie a présenté son premier rapport d'étape à le Conseil de la Commission en 2008 des droits humains de l'ONU. Et c'est toujours la Commission? Oui. Non, Conseil. Dans son travail, il a remarqué le développement du droit pénal international et l'intérêt de cette question, de son application potentielle aux entreprises. Alors, il y avait donc, c'est la deuxième étape dont je parlais, il y a l'évolution importante qui a eu lieu autour de cette période-là où on a un groupe restreint d'entrepreneurs, des normes et de gouvernements ont collaboré ensemble pour clarifier l'application potentielle du droit pénal international aux entreprises en situation de conflit. Et puis on a transféré cette connaissance-là et on l'a implantée dans les travaux de John Ruggie sur les entreprises transnationales et les droits de l'homme. Et tout au long des travaux de Ruggie, on voit des petites mentions de ce concept. Les acteurs étaient toujours présents lors de ces consultations et ils ont toujours commenté ces projets de rapport pour favoriser les mentions de cette responsabilité potentielle des entreprises. Alors, il y a un rapport spécial là-dessus que Ruggie a produit et ils ont fait mention à plusieurs reprises. Alors, en même temps, vous connaissez que dans le travail de Ruggie, c'est le concept de ce qu'on appelle en anglais le Human Rights Due Diligence, donc le devoir de diligence en matière des droits humains, qui est au cœur de sa stratégie. Hein. Et bref, c'est dans ce mécanisme-là du devoir de diligence que les militants de la responsabilité pénale des entreprises ont essayé de trouver la réflexion de leur recherche, hein, de leur constat. Je vais juste suspendre ce point-là, j'y reviens dans un instant. Entre-temps, le travail sur le Congo s'est développé de manière intéressante du point de vue du développement des normes. À l'est du Congo, il y avait des sanctions économiques et sur les armes qui ont été imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y avait un groupe d'experts qui travaillait sur la mise en œuvre des sanctions des Nations Unies. Mais en même temps, on avait John Ruggie qui travaillait sur le développement, les consultations avec les entreprises et la société civile et tout ça, les gouvernements, sur le devoir de diligence en matière des droits humains. Et les deux chemins se sont croisés dans son travail sur les minéraux de conflit, hein, la question de blood, cell phones et ce genre d'affaires qui s'est développé autour de cette période-là, hein, l'étain, etc., de provenance de l'Est du Congo qui se trouve dans nos tablettes, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Ruggie a commencé de collaborer avec l'OCDE dans le développement d'un document sur cette question-là, avec la participation de le groupe des experts du Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, c'est pas là, je n'ai pas l'écran, désolé. Alors, c'est le guide OCDE sur le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflit. Long titre. Mais bon. Alors, bref, c'est un guide à l'intention des compagnies et des gouvernements pour éliminer de leur chaîne d'approvisionnement les minerais qui viennent de ces zones de conflit. Et c'était le travail de Ruggie, le travail de l'OCDE, le travail des Conseils de sécurité des Nations Unies, et pour s'assurer de légitimité régionale de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, donc les 9 quelques gouvernements impliqués dans la région qui ont accepté ce cadre, qui ont participé à son développement, etc. Alors, entre 2009 et 2011, on a produit ce cadre spécifique pour les minéraux de conflit. Et là-dedans, j'ai juste cité, je fais abstraction des détails pour la plupart, mais je vais juste citer un élément intéressant.
parce que tout le débat autour du devoir de diligence, ça tourne autour de... Essentiellement, c'est comme une discussion binaire entre l'action répressive de l'État et les codes adoptés à titre volontaire par les compagnies. Est-ce qu'on va favoriser l'un ou l'autre? Et c'est comme un choix net qui est présenté dans la plupart des débats autour de ce sujet. Dans le document que je viens de mentionner de l'OCDE, il y a un modèle, comment s'appelle-t-il, dans l'annexe, un modèle de politique pour une chaîne d'approvisionnement global responsable en minerais provenant de zones de conflit. Et là-dedans, on trouve une référence aux crimes internationaux où chaque compagnie va, s'il adopte ce modèle de politique, affirmer le suivant. Nous suspendrons immédiatement ou cesserons toute relation avec les fournisseurs en amont lorsque nous identifions un risque raisonnable qu'ils s'approvisionnent ou qu'ils soient liés à des tiers commettant des atteintes graves comme les crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou le génocide. Alors, c'est l'idée d'avoir des diligences à titre bénévole, mais obligation de couper des liens avec les fournisseurs en cas de crime international. Alors, ça, c'est comme le rôle, donc, le fruit, si on veut, adoption du statut de Rome, clarification par les chercheurs du rôle vis-à-vis les entreprises, de ce nouveau paradigme-là. Et puis, dans le système de devoir de diligence, on a ce lien-là. C'est la complicité pénale qui est affirmée en quelque sorte. Et c'est comme la limite du caractère volontaire de ce nouveau dispositif de diligence raisonnable. Alors, maintenant, on est dans une phase de... C'est intéressant de voir pour les gens comme beaucoup de nous dans cette salle, nous travaillons jour le jour dans le droit pénal international, mais maintenant c'est devenu une affaire des droits des compagnies, droits des entreprises en quelque sorte. Et si vous regardez, faites une recherche Google après notre colloque, vous verrez que les noms qui vont apparaître dans la liste vers le début sont comme PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche, etc., qui offrent des services à des compagnies qui s'intéressent à se protéger contre une responsabilité éventuelle dans ce domaine. D'accord? J'en parlerai pas pour l'instant, il y a toute une analyse à faire de ce qui est en train de se passer, mais évidemment, moi, j'ai pas tout le matin pour vous présenter une réflexion. Donc, je passe à la prochaine étape, ce qui est, dans le débat actuel, c'est en partie un débat, je dirais qu'il y a comme deux débats majeurs. Un, c'est comme un débat sur l'opération, pour rendre opérationnel ce nouveau paradigme, ce nouveau système, il y a comme deux débats qui font débat aujourd'hui. L'un, c'est comment limiter les effets négatifs sur les populations locales. Alors là, c'est une question qui vient surtout des entreprises. Est-ce qu'il y aura une perte d'emploi? Parce que nous, les entreprises multinationales dans du secteur extractif, nous tenons à cœur l'intérêt de la population locale. Est-ce qu'il y aura une perte d'emploi à l'est du Congo à cause de ce nouveau régime? C'est toute la question de Intel. Intel a annoncé la semaine passée, il y a 2 mois maintenant de ça, qu'il n'y a plus de minerais de conflit dans la chaîne d'approvisionnement. Toute une discussion à avoir par rapport à comment ils ont réussi à se permettre cette affirmation-là tout en ne coupant pas les liens avec l'Est du Congo. Toute une militarisation, une sécurisation de chaînes d'approvisionnement qui pose toutes sortes de problèmes et qui est en train de susciter des débats intéressants. Donc c'est un élément, comment limiter les effets pervers si on peut. Deuxième débat qui fait rage un peu maintenant, c'est comment améliorer la performance en matière de poursuite pénale dans ce domaine. Il y a 3-4 petits exemples, pas de condamnation de compagnie jusqu'à maintenant. Les exemples qui existent sont surtout des cas où des ONG ont présenté des preuves à des procureurs des pays où c'est possible de le faire et où on est à la phase d'enquête ou de début de poursuite actuellement. Alors l'argument, c'est évidemment sans une compétence extraterritoriale réelle exercée dans les faits, le devoir de diligence risque d'être
lettre morte ou ça va aboutir simplement dans la publication de rapports quelconque sans effet dissuasif en tant que tel. Donc, je passe à ma conclusion pour simplement vous poser deux questions où vos réflexions pourraient m'aider dans mes propres réflexions dans ce domaine. D'une part, c'est même si on avait une mise en œuvre plus poussée dans ce domaine, notamment à travers une activité répressive réelle, des condamnations des compagnies devant des tribunaux nationaux, etc. À mon sens, ce qui serait intéressant serait d'explorer la littérature critique en matière de droit du commerce international et la littérature critique en matière de développement durable et faire le lien avec ce domaine dans une optique d'examiner de manière plus satisfaisante le rôle du droit à cette frontière dont je parlais dans ma préambule. Alors bref, que selon moi, si vous regardez par exemple la réforme des codes miniers dans des pays comme la RDC, l'activité de la Banque mondiale en ce qui concerne la restructuration de l'État, la réforme des lois, etc., pour favoriser l'exportation des produits, des ressources naturelles vers les marchés internationaux, etc. On est dans un paradigme dans lequel c'est surtout les market-friendly human rights dont parlent certains auteurs twinlistes, dont on parle dans ce genre de système. C'est un État néolibéral ancré dans un système qui favorise le libre-échange, etc., et qui favorise donc la domination de l'élite politique au niveau national, qui est comme intégrée dans le système mondial des échanges. Et en dessous, il y a la population locale dotée de tous les droits favorables à l'implantation des marchés dans le système local, mais qui n'ont pas nécessairement plus de droits que ça. Alors, bref, c'est ce genre d'analyse, je dirais, d'économie politique, de comment le droit pénal international et le droit humanitaire et le droit de l'homme s'inscrit dans un processus plus large d'incorporation dans le système international de ces zones dites de faible gouvernance. Une piste intéressante à explorer à mon sens. Deuxième, et c'est mon point final, c'est juste de faire le lien avec un commentaire de Rémi Bachand hier sur la vérité. Moi, personnellement, je ne suis pas à la recherche c'est pas mon ambition dans la vie de produire un texte qui est comme le reflet parfait de ce qui se passe dans la réalité. Quand on va arriver à un texte qui fait comme une explication parfaite de la dynamique qui se fait dans la réalité, c'est plus d'agir dans la réalité qui m'intéresse. Et dans ce but, je participe depuis 5 ans et plus dans un petit réseau de personnes qui essaient de trouver une manière de collaborer avec des ONG dans ce domaine. Et c'est pas facile, comme j'ai dit hier, quand on a parlé de la participation des ONG féministes dans le développement du statut de Rome. Pour les chercheurs impliqués dans ce réseau, c'est pas facile toujours de collaborer avec des ONG, parce que les ONG, eux, ils travaillent plus à court terme en fonction des intérêts de leurs bailleurs de fonds, des organisations internationales, des agendas des parlements, etc. Et ils sont très contents d'avoir des chercheurs de service qui arrivent avec des consultants pour trouver ponctuellement leurs travaux, mais d'essayer surtout quand on est dans un domaine où la fonction des ONG est en partie de légitimer des activités économiques en disant si on fait juste un tout petit peu de répression pénale, le pays va être capable de profiter pleinement de l'application des activités minières sur le territoire. On n'est pas dans cette logique-là. Et si on résiste cette logique-là, c'est difficile de trouver une manière de collaborer, surtout si on est chercheur et on travaille à plus long terme. Alors, donc, je lance ces deux questions-là, si on veut, l'approche économie politique plus large et la question de la collaboration en temps réel pour susciter de la discussion là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Bruce. Nous passons donc à notre dernière, mais non pas la moindre, conférencière de ce panel qui se penche
penchera, comme les autres conférenciers avant, sur les zones grises de la criminalité et la justice. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter Héloïse Benoît, qui présentera sur la criminalité et justice sans souveraineté, le cas des systèmes de justice parallèles dans les camps de réfugiés onusiens. Héloïse est diplômée du baccalauréat en relations internationales et droit international et de la maîtrise en droit international de l'UQAM. Et en terminant ses études au baccalauréat en droit, elle agit comme adjointe au sein du cabinet Arsenault et Lemieux à Montréal. Après avoir participé à un cours d'été sur les réfugiés de l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg, elle s'est orientée vers le sujet de son mémoire de maîtrise, notamment la question des droits humains et de la responsabilité des organisations internationales dans le contexte des camps de réfugiés. Et c'est mon grand plaisir de diriger son mémoire de maîtrise. Alors, là-bas, la parole est à toi, Héloïse. OK. Bonjour. J'aimerais commencer en remerciant le comité organisateur du colloque pour cet événement, pour son programme riche et son programme off tout aussi riche. J'aimerais les remercier de m'avoir invité et de me donner l'occasion pour la première fois de présenter une communication. Merci. Je profite moi aussi de la présence de Myriam Riche pour la remercier chaleureusement de m'avoir guidée et de m'avoir dirigée dans la recherche et la rédaction de mon mémoire. Mémoire qui, comme elle l'a mentionné, portait sur l'accès à la justice pour les réfugiés confinés à des camps gérés par l'ONU. Je me suis intéressée plus précisément aux atteintes aux droits humains des réfugiés commises par les humanitaires et à l'absence de recours pour ces réfugiés dans cette situation, et donc à la relative impunité des humanitaires dans les camps. J'ai pas personnellement eu la chance ou l'occasion, c'est selon comme on voit, de me rendre sur le terrain, et pour cette raison, je me suis basée sur des rapports de quelques chercheurs et d'ONG. Donc voilà. Dans plusieurs camps de réfugiés, la justice est organisée de façon informelle par ce qu'on appelle des Camp Dispute Resolution Systems, que je vais appeler les DRS. L'acronyme qui est utilisé en fait. Il s'agit de systèmes parallèles au système judiciaire de l'État hôte. Donc, à partir de ce modèle, je vous propose de présenter l'administration de la justice dans les situations qui échappent aux tentacules de l'État. Plus précisément, je propose d'observer comment la justice et le traitement du crime se manifestent dans un espace sans exercice de souveraineté étatique et ce que ce phénomène entraîne comme conséquence et ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Donc, de la justice qui s'articule dans les camps de réfugiés, un espace que certains qualifieront d'espace d'exception, un espace où il y a soit trop de droits ou pas assez de droits. Alors, comment est-ce que le droit s'articule dans un camp de réfugiés? Qui décide de ce qu'est un crime et donc des peines qu'on doit servir? Comment en arrive-t-on, en guise de châtiment, à enfermer une femme et ses 2 enfants en bas âge dans une cage? Ou comment en arrive-t-on, en guise de réparation, à condamner un violeur à épouser sa victime, une fillette? Autant de questions que je propose d'aborder avec vous, sans avoir la prétention de pouvoir y répondre de manière absolue, de proposer une vérité absolue. Dans un premier temps, j'aimerais situer les DRS, décliner les différents cas qui existent et préciser ceux auxquels je m'intéresse. Dans un second temps, j'aimerais présenter les DRS et leur origine, comment ils sont implantés, pour et par qui. Et finalement, dans un troisième temps, je propose de souligner les conséquences du recours à ces mécanismes d'administration de la justice et ce qu'ils contribuent à éclipser. Je vais commencer par quelques statistiques. Quand on parle de réfugiés, de quoi parle-t-on? Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, en 2011, 35 millions de personnes sont déplacées. Donc, ça comprend les déplacés internes qui représentent 15 millions de ce chiffre. Et ce à quoi je m'intéresse personnellement, les 10,4 millions de réfugiés au sens de la Convention sur le statut de réfugié de 1951. De ce nombre, 2,6 millions de réfugiés vivent dans des camps qui sont chapeautés par le HCR.
Ces camps finissent par être gérés par le HCR, ce qui n'est pas négligeable. Et ils sont situés pour la plupart en Afrique et en Asie, et ça non plus, ce n'est pas un hasard. On peut considérer que l'ONU a une tendance redondante à intervenir dans ces régions du tiers-monde ou du développement, dépendamment de quelle position théorique on adopte. Donc, ces camps qui ont été observés par les chercheurs sur lesquels je m'appuie, pour ne nommer que Verdiramé, Arelband et Agi, se situent donc au Kenya, en Zambie, en Guinée, en Ouganda, en Sierra Leone et au Libéria. Maintenant, quand on parle de camps de réfugiés, de quoi parle-t-on exactement? J'utilise la typologie de l'anthropologue Michel Agi, qui a passé plusieurs années dans les camps à observer et à documenter ce qui se passe. La première forme de camp qu'on peut répertorier, c'est les refuges auto-installés. On parle de refuges spontanés, clandestins, invisibles, provisoires. Des camps qui sont dans la forêt ou dans des postes frontaliers, qui sont assez petits en nombre et qui sont peu accessibles, donc pas desservis par l'assistance humanitaire et qui passent sous le radar des autorités étatiques. C'est des communautés restreintes, ce sont de petits villages autosuffisants et indépendants. Et donc, ils sont précaires, peu tolérés et sujets à démantèlement et transfert. Je continuerai avec ce qu'on peut appeler les centres de tri ou les zones de transit. Ce sont les camps encadrés principalement par les administrations nationales, donc les ministères de l'Intérieur, de l'Immigration, la police, les douanes, qui fichent, enregistrent, filtrent, catégorisent les réfugiés avant de les déclarer réfugiés ou non, criminels ou non, migrants illégaux ou légitimes. Ce sont des centres qu'on retrouve principalement en Europe, qui prennent la forme, qui sont logés dans des hangars, dans des anciennes prisons, dans des entrepôts désaffectés. Donc on est là dans le... On parle de centres d'hébergement ouverts, fermés, et donc de zones intermédiaires dans le parcours du réfugié. Il existe aussi des camps de déplacés internes à l'intérieur des États dont les réfugiés sont ressortissants. Bien qu'il y ait beaucoup à dire sur ces camps, je ne me penche pas sur ces camps-là. J'étudie plutôt les camps qui sont établis dans un État tiers. Les déplacés internes sont du ressort du HCR depuis 2005 seulement, à proprement dit. Et ces camps de déplacés demeurent l'affectation d'ONG locales pour la plupart du temps. Donc, ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les camps de réfugiés, organisés sous les camps de réfugiés à proprement dit, de réfugiés dans un État tiers, un État hôte, qui sont organisés sur le modèle de véritables villes, donc de flux de population importants qui se retrouvent dépendants exclusivement de l'aide extérieure, de l'aide humanitaire et qui sont contrôlés par les autorités soit locales dans une moindre mesure ou internationales la plupart du temps. Et donc, c'est une politique qui est favorisée par le HCR en Afrique ou au tiers-monde, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc, il constitue une politique de mise au banc de réfugiés ou de populations que certains auteurs qualifieraient d'indésirables. Ces camps sont installés où? Sur des terrains vagues, des espaces peu hospitaliers, des régions éloignées des zones habitées dans les États hôtes. Leur aménagement, comme je le disais, ressemble à celle de villes. Il est progressif et il reproduit des structures urbaines et on voit que les organisations internationales ou les ONG y pullulent et encadrent tous les aspects qu'on pourrait retrouver dans une ville, que ce soit les infrastructures, la mise en place de tentes, de fosses septiques, de citernes, de centres de santé, d'écoles, d'administration. On reproduit vraiment une ville dans un no man's land. Ce sont des modèles identiques qui peuvent contenir de 2000 à 200 000 personnes. Par contre, depuis les années 2000, le HCR favorise des camps qui sont plus limités, donc de 5 à 10 000 personnes pour éviter les émeutes, les problèmes interethniques et les problèmes sanitaires, environnementaux et sécuritaires.
Donc, le HCR chapeaute environ 300 camps de réfugiés mondialement. Ce qu'on peut y noter, c'est la restriction de mouvement des réfugiés et la gouvernance. On retrouve donc les réfugiés, ces populations dites indésirables, qui sont entreposées et administrées par le HCR, qui agit sans souveraineté comme gouvernement humanitaire des réfugiés. C'est un espace séparé de l'environnement social et légal de l'État hôte. Pour plusieurs raisons, les États sont soit pas en mesure ou n'ont pas la volonté, quand ils ne sont pas franchement hostiles aux réfugiés, et cèdent leur souveraineté sur leur territoire à des organisations internationales pour nommer le HCR. Important de noter que la Convention relative au statut de réfugié de 1951, qui donne le mandat de protection des populations réfugiées au HCR, ne contient aucune mention d'un mandat opérationnel. Donc, le HCR agit dans l'informalité en gérant des camps de réfugiés. Les acteurs dans les camps, outre l'État, ses agents sont, comme je le mentionnais, nombreuses ONG qui prennent en charge divers aspects de la vie des réfugiés. Et si on arrive maintenant aux crimes qui sont commis dans les camps de réfugiés, en se fiant sur un rapport de 2006 d'une consultante externe de HCR, d'Acosta, on peut trouver dans une étude de 52 camps dans 13 pays que les crimes les plus répandus dans les camps de réfugiés sont le vol, les violences sexuelles et le meurtre. Et ça, c'est tous acteurs confondus, réfugiés et non-réfugiés. Maintenant, pourquoi est-ce que dans les camps, les DRS sont nécessaires? Selon la Convention de 1951, à l'article 16, les États hôtes sont tenus d'assurer l'accès à leurs tribunaux et d'administrer la justice pour les réfugiés. En pratique, par contre, comme je le disais, les États hôtes n'interviennent pas souvent dans les camps et les camps sont situés à distance des centres où la justice est administrée dans les États hôtes. Ils ont parfois pas les infrastructures ni la compréhension du système pour pouvoir se rendre et obtenir justice. Et ils ont parfois peur des représailles et crainte de discrimination. Donc, on privilégie le recours à un système interne dans les camps de réfugiés pour le règlement des différends entre les réfugiés. Comment fonctionnent les DRS? Comment sont-ils mis en place et à qui profitent-ils? Étant donné que le HCR n'a pas l'autorité ni les moyens pour administrer le système de justice dans les camps de réfugiés, on établit donc les DRS, ces systèmes de justice parallèles, et on encourage et même finance, et ça c'est le HCR et les États hôtes, ces projets de justice autogérée. Ils servent donc à gérer les conflits internes au camp et peuvent se révéler distincts non seulement par les normes, mais également par les codes de conduite et les punitions qu'ils créent. Il est important de noter que les leaders dans les camps de réfugiés sont parfois ou souvent même nommés par soit le HCR ou les ONG présentes dans le camp et soit désignés. Et c'est la même chose également pour les juges ou les décideurs impliqués dans les DRS. Ce n'est que rarement qu'ils sont désignés, élus ou enfin par leurs pairs réfugiés. Pourtant, il faut noter que les camps ne sont pas homogènes.